Bon, bah bienvenue. On va aborder ensemble du coup le cœur de la paye, c'est-à-dire le bulletin de paye. Et notamment, bon, la compréhension du bulletin de paye, c'est la clé pour pouvoir l'expliquer, c'est déjà de le comprendre un peu plus. On n'est pas très nombreux, donc ça peut être très bien en termes d'interactivité. Je vais compter sur l'interactivité justement. J'ai pas envie de faire un long monologue de 40 minutes. Donc si vous avez la moindre question, s'il peut même y avoir des échanges entre vous, ce sera encore plus positif et constructif, je pense. Je crois qu'il y a une petite slide très rapide. Voilà, je me présente très très rapidement, c'est pas trop le but. Mais donc je travaille chez Payfit, je suis au service client de Payfit, et notamment sur la population d'experts paye chez Payfit. Les experts paye chez nous sont ceux qui répondent notamment sur les questions les plus complexes, qui ont aussi une casquette de formateur auprès des clients, notamment sur les nouveaux clients. Vous avez tous à un moment donné été nouveaux clients Payfit, peut-être. Il y en a qui sont arrivés dans une entreprise qui avait déjà Payfit, mais on a des formations, enfin on dispense des formations à nos utilisateurs. Donc je m'occupe de ces équipes-là. On va faire ça en 3 temps. Alors il y a un temps de questions à la fin. Je vous l'ai dit, s'il y a des questions qui viennent pendant les 40 minutes, il ne faut surtout pas hésiter, quitte à ce qu'on prenne plus de temps que ce qui était prévu sur chacune des parties. Mais globalement, ce qu'on va aborder ensemble là, ce matin, je vais déjà vous questionner sur aussi peut-être la raison pourquoi vous assistez à cet atelier plutôt qu'à un autre. Cette première partie, elle va être cruciale pour la suite, parce qu'en fait, ça va me permettre d'aborder les points peut-être qui vous concernent et qui vous posent problème dans l'explication d'un bulletin de paye à vos salariés. Ensuite, on regardera un peu plus dans le détail à quoi ressemble un bulletin de paye. Bon, je pense que du coup, si vous êtes là, vous savez quand même à quoi ça ressemble. Mais ça va être surtout l'objectif de donner du sens au bulletin. Pourquoi il est si compliqué? Qu'est-ce qu'on peut retrouver? Mais surtout, pourquoi c'est là dans un bulletin de paye? Et puis, bon, un temps qu'on se gardera pour les questions et peut-être les réponses. On n'a pas mis questions-réponses, on a mis vos questions. J'essaierai d'avoir les réponses, mais je m'engage pas trop là-dessus non plus. Je vous ai dit, le plus d'interactivité possible. Ça va être la seule règle du jeu qu'on se pose. Et du coup, si on commence... Alors, sauf si vous avez déjà des questions, peut-être? Non? Ok, trop bien. Du coup, j'en ai une pour vous. C'est finalement, si vous êtes présent aujourd'hui, c'est peut-être que vous avez des questions de vos salariés sur leur bulletin de paye. Et moi, j'aimerais savoir, du coup, quelles sont ces questions. Qu'est-ce qu'on vous pose le plus comme question Moi, je travaille à Carrefour, je suis une population de préparateurs de commandes, de personnes avec des bas niveaux de qualification. Ouais. Et la question qui revient souvent, c'est pourquoi j'ai le même brut, mais pas le même net tous les mois. Ouais. Voilà. Même, Ok. même des fois à 50 centimes près, ils veulent savoir pourquoi. Bah oui. 50 centimes d'écart. Oui. Trop bien d'ailleurs si vous contextualisez peut-être un peu par vous êtes, ce que vous faites dans l'entreprise. On peut avoir des profils complètement différents entre un responsable paye qui va avoir déjà une grosse connaissance paye et quelqu'un qui gère toute l'administratif d'une entreprise et qui du coup a peut-être aussi un peu moins de connaissances. Donc ce sera aussi utile. Donc merci pour cette description-là. Moi, je suis DRH à la fourche. Et Ok. dans tous les sujets à la fourche, le seul que je ne gérais pas dans ma boîte d'avant, c'était la paye. Ok. Donc j'ai découvert la paye en arrivant à la fourche il y a 6 mois. D'accord. Ok. Ok. Bon, on abordera du coup ensemble pourquoi il y a parfois ces écarts-là. Ça s'explique, évidemment. Et j'essaierai peut-être de vous donner des éléments de langage qui peuvent être réutilisés pour l'expliquer à des salariés derrière, même si la paye, je le pose maintenant, ça reste un sujet quand même très technique, notamment sur tout ce qu'il y a au milieu, là, on verra ensemble, qui s'explique, sur lequel on peut donner du sens, mais qu'on ne pourra pas expliquer mathématiquement à quelqu'un qui ne connaît pas la paye. Il va rien comprendre. Si on commence à rentrer dans toutes les cotisations, les bases de cotisation, etc., bon, c'est pas le but. Donc l'idée, c'est aussi donner des éléments de langage qui soient assez pédagogiques pour que vous puissiez le réutiliser. Donc je me note cette question. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui. Alors moi, je suis gestionnaire RH, donc je fais toute la partie RH, que ce soit de la paie, l'administration du personnel, de la formation. Oui. À savoir, la paie, j'avais jamais... Vous n'avez pas de formation paye? Pas du tout. Ouais. Et moi, ce qu'on me demande, c'est tout ce qui est charges patronales, charges salariales, Ouais. etc. Et cotisations surtout. D'accord. Donc toute la partie... C'est étonnant, ça. Ok. Que toute la partie au milieu du bulletin de paie, donc j'essaye de bricoler des petites réponses par-ci par-là. Oui. De ne pas rentrer dans les détails comme vous dites, mais oui. Ça reste flou. Et même moi, je ne suis pas
Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. De toute façon, on verra donc les grands blocs. Voilà. Donc ces questions-là, bah, en fait, on se les garde et puis on donnera des éléments de réponse et on réinteragira ensemble à ce moment-là. C'est étonnant ces questions-là parce que toutes les études montrent quand même que les salariés en France, c'est vraiment le bloc qui ne le regarde pas. Bah, ils ne le regardent pas, mais quand moi la première, hein, je ne regarde pas. Oui, bah oui. Mais quand la question se pose, Oui. Là, c'est le plus illisible. voilà, c'est ça. Mais oui, complètement. Ok, donc les écarts d'un mois sur l'autre, de quelques centimes, et tout ce bloc illisible des cotisations. Ok, juste après. Je suis là dans une asso, moi. Et Ouais. j'ai du mal à expliquer. Enfin, je sais pourquoi, mais je ne sais pas le formaliser. C'est quand ils sont plus payés en congé que quand ils. Ouais. Ok, ouais, bah alors ça, c'est... Alors, encore une fois, ça s'explique, et ça s'explique très facilement. C'est juste que ça paraît étonnant quand un salarié est absent qu'il touche plus. Oui. Philosophiquement, dit comme ça, c'est incompréhensible. Alors qu'en fait, il y a une grande explication derrière qui est hyper logique. Ah, mais comment bien l'expliquer? Parce que enfin, je pense que je connais la réponse, sauf que je ne sais pas la formuler. Ok. La donner dans un contexte où ils comprennent. Et Ouais. du coup, la question me revient régulièrement. Ok. Donc c'était la même question? Ok. Ça, à la limite, on pourrait y répondre très vite. Enfin, très vite. On pourrait y répondre maintenant, avant même de balayer le bulletin de paie. Je vais continuer quand même un peu de cartographier les questions, puis ça pourrait être... Est-ce qu'il y a d'autres questions, du coup? Là, comme ça, à chaud, est-ce qu'elles viendront après? Oui. Moi, c'est sur les intitulés, la différence entre salaire brut, salaire imposable, Ouais. salaire machin, truc. Ouais. Il y a 12 000 salaires différents. Et on en a rajouté un. Ouais. Légalement, il y en a un nouveau qui a été rajouté. C'était pas suffisant. Dans les bulletins de paie, au début, il y a des montants. Oui. Et à la fin, c'est pas forcément les mêmes. Non. Et du coup, Et non. moi, je suis là. C'est pour ça que c'est passionnant la paye, mais oui. Oui. Et ils en ont rajouté un nouveau dans une démarche de simplification. Mais on y reviendra, c'est une simplification de démarche. Le nouveau salaire, par exemple, je fais une mini parenthèse, hein, le nouveau salaire net qui est affiché en bas des bulletins depuis un mois, alors c'est pas du tout une simplification du bulletin de paye, parce qu'on rajoute sur long terme, c'est surtout une simplification de démarche, parce que c'est un salaire qui est utilisé dans des démarches, je crois par exemple, pour, je vais peut-être dire une bêtise, c'est peut-être pour les allocations familiales ou ce genre de choses. Donc en fait, c'est un élément qui n'apparaissait pas, qu'il fallait recalculer, et donc là maintenant, il apparaît sur un bulletin, il peut se cumuler, et puis être déclaré directement auprès des organismes. Donc c'est une simplification, c'est juste qu'on ne le voit pas premier abord, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais on y reviendra aussi du coup quand on détaillera le bulletin. Juste sur la question des congés, Oui. j'ai du mal aussi à expliquer tout ce qui est congé au 10e. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Ah, c'est ça. Ah, ok. C'est exactement ça, c'est le 10e, qui s'applique du coup lors des prises d'absence ou en fin de contrat. Okay. On a un peu le même principe. Aussi au mois de juin, Oui, bah Ou en fin de période, exactement. Ah, Ouais. Et j'ai la même question aussi sur tout ce qui est cotisation. Enfin, moi, j'ai pas de question des salariés, c'est plutôt pour moi en fait. Ouais. Ouais, bien sûr. Bon. On va avoir de toute façon que 32 minutes, hein, donc je vais pas vous donner un cours de paye complet sur le bulletin. Mais encore une fois, je pense que quelques éléments, et surtout de donner du sens en fait. Pourquoi on en est là, pourquoi on a toutes ces cotisations, quel intérêt elles ont, etc. Comme cette nouvelle ligne en fait. C'est très bien de se dire qu'en fait il y a une nouvelle ligne, ça paraît compliqué, mais en fait elle a du sens. Elle n'est pas là par hasard. Oui. Pardon, dernière question. Oui. Aussi, j'ai du mal à expliquer tout ce qui est congé mat. Ouais. Si on va en parler ou pas, mais il y a tellement de lignes en fait entre les IGSS, Oui. net et Oui. c'est perdu et les questions en fait, ils Ouais. perdent aussi alors que de base je comprends. Ouais. Et ça perd. Alors là, on va rentrer dans du cours de paye si je vous fais un cours sur les IGSS et les réintégrations, etc. Mais je pourrais expliquer un peu la logique quand même. Oui. Juste quand un salarié passe cadre, Ouais. c'est pourquoi, qu'est-ce que je vais gagner, est-ce que je vais Ah. payer plus de cotisations. Ah ouais, à salaire équivalent, on perd un peu. Je rame un petit peu. Ouais, ok. Ok, donc pas mal, parce que ça c'est de la cotisation, donc un peu des cotisations, les congés payés, les différents intitulés, les différents salaires. Oui, pardon? Le taux d'imposition? Ok, bon, on a une slide justement sur ça. Ok. Bon, on va déjà commencer par tout ça. On va voir si on a le temps de tout répondre. Bon, déjà, du coup, sur les congés payés, est-ce que ça parle à tout le monde déjà, cette question?
Ouais, ça surprend personne qu'un salarié gagne plus. Enfin si, ça surprend peut-être, mais vous êtes peut-être tous surpris. Donc effectivement, quand un salarié est en congé payé, il y a ce principe du 10e, qui fait que quand il est absent, en congé payé, il y a une indemnité qui peut être supérieure à son absence. Et ça, effectivement, on l'a également en fin de... Non, c'est pas pour nous. En fin de période, la période des congés payés, tout le monde visualise de manière très classique. Bonjour, bienvenue. Je commence seulement à répondre aux questions, donc c'est parfait. Et puis la première question qui a été posée, c'était pourquoi un salarié qui est absent en congé payé, parfois il a plus d'argent? Ou philosophiquement, c'est une très bonne question et c'est souvent posé. Donc c'est pas pour inciter les gens à partir en vacances, évidemment que non. Donc j'expliquais très rapidement les périodes de congé. La très très grande majorité des entreprises appliquent la période classique de juin à mai. Hein, ça vous êtes peut-être tous d'ailleurs concernés là-dessus. Et donc en fin de période, il y a ce principe de 10e. Pourquoi c'est fait de cette manière-là? C'est notamment pour prendre en compte des bonus qui sont versés sur l'année. Ça déjà, vous aviez cet élément-là ou pas du tout? Non? Un salarié qui gagne toujours le même salaire tous les mois, par exemple, il est à 2000 € tous les mois, il ne va pas forcément avoir ce surplus au moment de son absence de rémunération. Par contre, s'il a eu des primes sur l'année et qu'il part sur le mois de mars où il n'a pas de prime, on regarde le salaire annuel dans le calcul des congés payés, de l'année en cours, de la période en cours. Et donc on réintègre ces primes. Parce que on ne doit pas négliger les primes qui ont été versées dans son calcul de référence. Donc son salaire de référence, ce n'est pas son salaire du mois, c'est le salaire de l'année en cours, y compris les primes. Et quand il est en congé, et s'il n'a pas de prime, il faut bien regarder en fait quand même les primes qu'il a versées pour gonfler son salaire brut cumulé de l'année et verser l'indemnité qui prend en compte ces primes. Les heures supplémentaires, elles sont aussi incluses dans ce calcul du salaire de référence? Oui, alors il y a différentes primes. Donc là, c'est le niveau de détail dans lequel on ne va pas non plus rentrer précisément, notamment parce qu'il y a aussi beaucoup de questions. Mais alors quand je dis les primes, en fait, c'est pas toutes les primes. Il y a des typologies de primes qui rentrent ou qui ne rentrent pas. D'ailleurs, comme pour les heures supplémentaires, où vous savez peut-être que quand il y a des primes, il y en a certaines qui viennent gonfler le taux horaire des heures supplémentaires et d'autres non. Donc ça aurait pu être une question aussi. Parfois, il y a des heures supplémentaires qui sont plus importantes parce qu'on intègre les primes en tant que salaire et d'autres non. Il y a plein de conditions derrière ça. On va pas trop s'embrouiller. Donc oui, c'est surprenant en fait que quand un salarié est en congé, il gagne plus, mais c'est juste qu'on regarde son salaire de l'année en cours. Et donc on inclut les primes dans son calcul de salaire de référence qui vient calculer l'indemnité. Ça répond un peu aux questions ou pas? Ça donne des éléments de réponse? Du coup, on dit juste que les primes de toute l'année ont été incluses Exactement, dans son calcul de salaire de référence. Partie de l'instant T. Oui. De là où il prend le congé, alors. Ouais, exactement. En fait, donc c'est notamment cette règle qu'on appelle la règle du 10e. Elle s'appelle la règle du 10e parce qu'on regarde 10% de la rémunération. Et on ne regarde pas 10% de la rémunération du mois. On regarde 10% de la rémunération de la période de congé payé qui va de juin à mai pour la plupart des entreprises. Voilà. Donc, quelqu'un qui n'aurait pas de régularisation au mois de juin, du coup, j'ai l'impression que c'est calculé au mois de juin chez PFIT, c'est après juste le mois d'après. Oui, il faut un exercice clôturé. Ouais. Quelqu'un qui n'aurait pas de régularisation, c'est qu'il est supposé n'avoir rien touché comme prime au cours d'année. Alors, pas forcément, il a pu être aussi absent. Il y a deux méthodes dans le calcul. Il y a la règle du 100% de maintien, l'absence c'est l'indemnité, ou la règle du 10e, et on applique le plus favorable. Ça, c'est le principe du droit français. Si le 10e est en dessous du maintien, on applique évidemment le maintien. Voilà. Mais oui, effectivement, il n'y a pas toujours non plus en fin de période une régularisation. C'était une première réponse un peu pour introduire le sujet. Du coup, est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne toujours. Ok. Voilà. Ça, c'est ce que vous connaissez. C'est visible. C'est un bulletin de paye français. Vous avez déjà vu d'autres bulletins de paye dans d'autres pays ou pas? Non? Ok. Le bulletin de paie en Angleterre, par exemple, il est comme ça. Enfin, il y a toute cette partie-là, évidemment, d'informations. Il y a 2 lignes.
et puis il y a le net, et puis terminé. Et c'est beaucoup plus simple. Et nous, bah, il est beaucoup plus compliqué. Et encore avant, il l'était encore plus. Avant, il tenait sur 2 pages pour plus de la moitié des salariés. Comment ? Il est toujours aussi compliqué, c'est juste la partie vue par la... Ça, effectivement, c'est un bulletin simplifié. Il y a un bulletin détaillé, d'ailleurs vous y avez accès sur Payfit, qui détaille toutes les cotisations qu'il peut y avoir, parce que là, vous n'avez pas toutes les lignes de cotisation. Mais c'est ce qui va être intéressant quand on regardera cette partie-là, c'est que il faut savoir pourquoi ça a été simplifié comme ça. Et en fait, on dit simplifié, ah bah non, ça ne l'est pas. Si, ça l'est vraiment, parce qu'en fait, elles sont regroupées pour l'intérêt qu'elles ont, les cotisations. Et ça peut être intéressant justement de bien le comprendre pour aussi pouvoir l'expliquer. Et bon, visuellement, déjà, c'est compliqué. J'ai une Oui. question justement sur le bulletin. Moi, c'est toujours mon stress au mois de janvier. On sait qu'il y a plein de nouveautés au Oui. niveau législatif, etc. Oui. Donc Payfit s'occupe de faire tout ça pour nous. Oui. Ça, c'est une grande chance. Mais alors, est-ce qu'il est possible que Payfit puisse nous prévenir quand tous les... Je ne sais pas Oui. si c'était peut-être le cas cette année, mais je suis pas certaine. Voilà, Oui, alors bah oui, on essaye de le faire le plus possible. Ça, c'est un gros stress au mois de janvier. Mais... Est-ce que ça a été pris en compte ou pas? Oui, si, il y a évidemment il y a une énorme équipe chez Payfit qui travaille sur les nouveautés de l'année, parce que bah, à l'inverse d'autres secteurs où la paye elle évolue au moins une fois par an en janvier, si ce n'est plus. Je ne sais pas si vous avez connu la paye au premier confinement, avec la mise en place de l'activité partielle, etc. Enfin, tous les mois ça changeait, il y avait le président qui intervenait tous les jours quasiment à la télé pour dire nouveauté, et puis on l'applique depuis un mois, et nous on venait le matin en se disant oh là 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 là, il va falloir... Bon, et puis en plus il y a les annonces et les décrets. Et donc nous on court après ça en fait, parce que tant qu'il n'y a pas un décret d'application, on ne peut pas le mettre en place. Donc il y a parfois plein de choses qui sont annoncées, tant que les décrets ne tombent pas, on ne peut pas considérer que c'est actif. Donc on essaye de communiquer le plus possible en amont, mais on court aussi nous après l'information. Il y a des choses qui sont anticipées, il y a des choses qui ne le sont pas, qui tombent en janvier. Ou même après, à appliquer en janvier. Donc on essaye le plus possible, dès l'instant qu'en tout cas c'est prêt, ou c'est sûr, on communique dessus. Mais malheureusement, on est dans un secteur où c'est très compliqué. Surtout que le bulletin de paye, c'est l'élément le plus important pour un salarié dans sa vie d'entreprise, même dans sa vie professionnelle, parce que bon, c'est évident, c'est ce qui touche à la fin du mois, mais en fait, il sert à énormément de choses, ce bulletin de paye, on n'en a pas forcément conscience, pour faire un prêt immobilier, pour prétendre au chômage, pour prétendre à ses droits à retraite en fin de carrière, pour énormément de choses, on se sert du bulletin de paye. Donc c'est toujours touchy, en fait, ces sujets autour de la paye. Donc oui, il va y avoir encore des gros sujets en début d'année, quoique cette année, c'est quand même un peu plus calme, pour l'instant, on n'est qu'en octobre, on verra, mais il y a des éléments qui changent. Après, le bulletin en lui-même ne change pas vraiment. C'est quelques taux, c'est le SMIC, comme chaque année, des plafonds, ce genre de choses, mais ça ne change pas radicalement. On va rentrer, je vais aller très vite sur le début, on va le décortiquer ensemble. Donc là, on est sur la partie haute. C'est bête de le dire, hein, mais c'est l'identification de l'entreprise. Ça reste important, notamment quand des entreprises ont plusieurs établissements, avec des transferts de salariés d'un établissement à un autre. Je pense à des boutiques, à des restaurants, ce genre de choses. C'est quelque chose qui n'est jamais regardé. Encore une fois, toutes les études montrent que les salariés ne regardent jamais cette partie-là. Comme ils ne regardent jamais l'autre partie, qui est leur propre identification. Ça, c'est hyper important quand même, l'identification du salarié sur le bulletin. Est-ce que toutes les informations sont bonnes? Tant qu'il n'y a rien, tant qu'il n'y a pas d'événement, c'est pas grave. Le jour où le salarié est malade, ou il a un accident de travail, ou même il s'en va, en fait, les clés d'identification du salarié qui vont lui permettre d'avoir ses remboursements de la Sécu, du chômage, etc., se trouvent quand même ici. Donc ça reste important pour un salarié, ça si vous devez passer le message, ça reste quand même important pour un salarié de vérifier ce qu'on peut avoir ici. Et là on commence déjà les premières infos. Il y avait une question sur les différentes lignes de salaire, on commence déjà à en avoir ici. Oui. Moi j'ai remarqué que quand on prend du sans solde, oui. Ça décale la date d'ancienneté. Oui. J'ai jamais vu ça Ouais. dans mes autres boîtes. Ouais, mais c'est légal. Avec des salariés sur un dossier pour un appartement où l'agence immobilière a bloqué le dossier à comme ça, si on sait que les fichiers n'étaient pas bonnes, parce que du coup la date d'ancienneté a changé d'un mois oui. à l'autre. Alors en fait, légalement, c'est obligatoire de le faire.
Il y a beaucoup d'outils qui, je pense, d'un point de vue technique, ne le font pas, ne peuvent pas le faire. Mais oui, quand il y a des congés sans solde ou d'autres types d'absences, ce qu'on appelle les absences liées à du temps de travail effectif. Donc quand il y a des absences qui ne sont pas liées à du temps de travail effectif, comme par exemple de la maladie, alors après ça dépend des conventions collectives, du congé sans solde décale la date d'ancienneté. Décale notamment plein de choses. Un salarié qui vient d'arriver et qui est en période d'essai, ça décale aussi une période d'essai. Parce qu'il n'a pas effectivement travaillé sur une période. Donc la date d'ancienneté peut, oui, être différente. Je ne sais pas si c'est le cas d'ailleurs ici. Ah non, ça c'est inverse. Et d'ailleurs, la date d'ancienneté peut être aussi antérieure à une date de début de contrat. Ça c'est logique, s'il y a plusieurs CDD qui se transforment en un autre CDD puis un CDI, il garde sa date d'ancienneté de son premier contrat. Voilà, mais on commence déjà à avoir des premiers éléments de salaire. Le salaire de base, c'est le salaire contractuel. C'est aussi simple que ça. Et puis après, on va avoir les temps de travail, le taux horaire. Généralement, on ne regarde pas ça quand on parle de salaire dans un bulletin, on regarde ce qu'on a évidemment plus loin. Et le plus loin, il arrive là. Et donc là, on va arriver sur les lignes de salaire. Ça, si vous devez l'expliquer à un salarié, en fait, ce qu'il faut comprendre, cette partie-là, c'est peut-être la plus simple à comprendre, parce qu'en fait, c'est la photo, c'est une photographie du mois réalisé par le salarié. Voilà. S'il a travaillé en heures supplémentaires, il verra des heures supplémentaires. Si on lui a dit qu'il avait une prime, il aura sa prime ici. S'il a été absent, il aura son absence ici. C'est vraiment la photographie de ce qu'il a fait dans le mois, qui touche à du salaire. Et un salaire, c'est soumis à cotisation. Donc tous ces éléments-là, c'est ce qui va être soumis à cotisation. Tout ce que vous pouvez entendre qui n'est pas soumis à cotisation, mais qui reste des éléments de rémunération, des tickets restaurants, des notes de frais, etc., c'est pas soumis à cotisation, donc on ne le retrouve pas dans le haut du bulletin. Et un bulletin, ça se lit de haut en bas. C'est aussi simple que ça. Et en fait, soit on ajoute, soit on déduit au fur et à mesure. Bon, je pense pas qu'il y ait énormément de questions là-dessus. Le salaire de base, c'est le salaire contractuel. On ajoute, on retire les éléments qu'on peut avoir dans le bulletin, et puis on arrive à un salaire brut. Et le salaire brut, c'est le salaire sur lequel, sans rentrer dans la spécificité où il y a des déductions, mais où logiquement on paye des cotisations dessus. Jusque-là, ça va ? Je pense que les vrais éléments de salaire où on s'y perd, c'est le net impayé, le net imposable, le net machin. Ça, on y reviendra aussi après. Ok, là on va s'y arrêter un peu plus. Vous arrivez à voir ? Moi je suis sur le côté donc je vois pas trop. Ouais, c'est bon ? Ok. Bon. Ça c'est le corps du bulletin. Encore une fois, c'est ce qui est absolument pas compris par un salarié, parfois même jamais regardé. Je vous incite quand même à inciter vos employés à le regarder. Pourquoi ? Il y a des éléments qui sont importants et qui sont propres aux salariés ou à l'entreprise. Il y a plein de choses qui sont communes à toutes les entreprises. Mais la mutuelle, bah désolé en fait, ça dépend de votre offre mutuelle chez vous. Et parfois sur la même offre mutuelle, ça peut être quand même intéressant et important qu'un salarié vérifie si lui il a souscrit à une offre isolée ou solo, est-ce qu'il contribue bien à la bonne option. Il souscrit à une offre couple alors qu'il était isolé avant, est-ce que l'impact est aussi bien sur le bulletin ? Parce qu'encore une fois, ses droits vont en dépendre en fait. S'il est passé sur une offre couple et puis ça peut arriver, on oublie de le changer dans Payfit, il n'a pas les bonnes conditions non plus de remboursement derrière. Donc il y a quand même des éléments qui sont individuels sur cette partie-là, sur la mutuelle. Et vous avez peut-être vu, il y a des blocs en fait, aussi, sur les cotisations. Il y a notamment un gros bloc santé. Bloc santé, c'est la mutuelle, c'est la prévoyance, quand il y a des risques un peu plus graves, d'incapacité, d'invalidité, de plein de choses. Ça, c'est ce qu'on appelle la prévoyance. Et puis, il y a l'assurance maladie qui est la cotisation de base sur laquelle on cotise pour l'assurance maladie. Donc, pas pour nous, c'est le principe en France. On cotise pour financer l'assurance maladie pour toutes les autres personnes qui peuvent bénéficier des remboursements des fameuses IJSS dont on a parlé juste avant. Donc, c'est quand même un premier bloc santé. Et ensuite, on va avoir un autre bloc qui est sur la retraite. Et donc, on a la même chose. La base de la sécurité sociale de la retraite, et puis les complémentaires ou les supplémentaires qui dépendent du statut aussi du salarié. Là, on est sur des cotisations de retraite supplémentaires, c'est des contrats, c'est des contrats en plus que ce qu'on peut avoir sur le régime classique. Donc la Sécu contribue à la retraite, et puis après il y a des caisses de retraite. Vous avez peut-être des caisses de retraite
différentes entre vous, il peut y avoir AG2R, enfin il y a plein de caisses de retraite, c'est ces cotisations-là qu'on appelle les complémentaires, qui viennent en plus de la sécurité sociale. Je viendrai après sur les tranches, on va pas trop, non plus trop détailler, mais je viendrai après sur les différents éléments qu'on peut avoir. Ensuite, il y a un bloc famille et chômage. Bah oui, parce qu'on a les allocations familiales en France, donc il faut bien qu'on cotise pour financer les allocations familiales, donc c'est le bloc famille, et puis le chômage. Donc en fait, on s'en fiche un peu de à combien on est exactement, quels sont les taux, etc. En fait, ce qui est important, c'est de donner du sens à ce grand bloc-là. Et quand on voit un bloc de cotisation, bah c'est quand même important de savoir qu'on finance la Sécu, qu'on finance le chômage, qu'on finance les allocations familiales, peu importe à quelle hauteur en fait. Mais c'est pour ça qu'il y a toutes ces lignes-là. Parce qu'en plus, derrière, ça va à des caisses différentes. Donc il faut bien les dissocier. La CSG, je pense qu'on va y passer. Ça intéresse du monde de savoir comment se calcule la CSG ou... Non, on est d'accord? Ok. Bon, la CSG, c'est l'impôt un peu commun qu'on a sur plein d'autres choses. Et puis, bah, vous avez les cotisations salariales, les cotisations employeurs. Le salarié, lui, on lui impute que les cotisations salariales, évidemment. On est bon là-dessus? Oui. Mais là, par exemple, pour le chômage, en cotisation salariale, il n'y en a pas du tout. C'est que Non. C'est que l'employeur qui cotise sur les... Ouais. Ouais. Alors là, on est sur un bulletin simple, parce qu'on n'est que sur de la tranche A, ça parle à tout le monde, les tranches. Ouais, en fait, l'instant. Comment? En fait, le tranche, c'est un principe de... je vais le dire assez vulgairement, mais en gros, plus on gagne, plus on cotise. Voilà, une espèce de plancher ou de plafond. Dès l'instant qu'on dépasse un plancher, les taux de cotisation vont être plus importants. On va contribuer plus à la sécurité sociale, plus aux allocations familiales, par exemple. Et donc, dès l'instant qu'on dépasse ce qu'on appelle le plafond mensuel de la sécurité sociale, le PMSS, qui évolue chaque année, et ben, il va y avoir d'autres lignes. Il va y avoir de la tranche A, de la tranche B, de la tranche C. Et là où ça devient un bazar, mais ça, c'est des heures de cours de paye, c'est que parfois, il y a des régularisations de tranches. Donc, vous pouvez avoir des tranches négatives. Parce qu'en fait, il y a un élément qui est hyper important en paye, c'est qu'on ne regarde pas le mois. La paye la plus simple en France à calculer, c'est la paye du mois de janvier, parce qu'on est sur le premier mois de l'année. Et après, tous les autres mois, on regarde du cumul. Donc, on prend les éléments du mois, mais on les regarde sur l'année. C'est un mécanisme horrible qui résulte d'années et d'années de réformes et de plein de choses. Mais du coup, un mois peut être au-dessus du plafond, et le mois d'après, parce que vous avez une grosse prime, le mois d'après, vous redescendez en dessous, mais pas suffisamment, donc vous êtes toujours au-dessus du plafond de l'année. Et donc, on continue à avoir de la tranche B. Exactement. Et puis, vu qu'on regarde à l'année, le mois d'après, il est toujours en dessous, mais en dessous encore du plafond de l'année, et donc on va lui redonner de l'argent. En fait, on va avoir des cotisations négatives. C'est compliqué. Et là, je vous le fais en simple. J'essaye de le faire en simple pour qu'on comprenne le principe, mais vraiment, la paye se regarde d'un mois sur l'autre en cumul. Pour tout. Un peu comme le principe des congés dont on parlait tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des questions sur les cotisations? Est-ce que ça donne un peu de sens? Oui, non, par rapport aux questions qui étaient posées. Il y avait des questions sur les cotisations, je ne sais plus. On avait des questions sur le salaire. Des questions... Ouais, alors là, on peut rentrer dans un détail. Ah oui, par contre, si, il y avait des questions sur les cadres. Les questions sur les cadres. Ben, en fait, oui, en fonction du statut, et notamment non-cadre, cadre, les cadres cotisent plus. Enfin, il y a des cotisations spécifiques aux cadres. Voilà. Notamment les cotisations APEC. Sans rentrer dans le détail de ce que c'est, un cadre cotise plus en moyenne. Donc un salarié qui ne change pas de rémunération, qui change de statut, à partir du moment où il cotise plus, on lui retire plus d'argent, il perd de l'argent à la fin du mois. Et c'est pour ça que ça crée quand même un mécanisme étrange qui est, il y a parfois des salariés qui ne veulent pas en fait changer de statut et passer cadre. Comme on peut avoir un salarié qui ne veut pas non plus changer de rémunération parce qu'il va passer à la tranche d'après. Et donc potentiellement il va gagner moins à la fin du mois. Bon bah c'est comme ça. On a le même principe sur les impôts. Parfois, on change de palier et on paye beaucoup plus d'impôts. Donc oui, des cotisations qui sont propres à des statuts, que ce soit non-cadre, mais aussi sur des statuts complètement différents. Il y a des statuts un peu plus spécifiques où la base de cotisation n'est pas le brut,
ce qu'on appelle la déduction forfaitaire, où ils cotisent sur un forfait et pas sur l'heure brute. Bon, tout ça, c'est aussi le fruit ou le résultat de dizaines et dizaines d'années en fait, de négociations salariales, de négociations des pouvoirs syndicaux dans certaines conventions collectives qui finissent par aboutir à des principes de paye complètement différents d'une convention collective à une autre. Mais la base est quand même celle-ci. Est-ce que j'ai perdu des personnes là? Ou pas encore? Non? Ok. On va poursuivre. Ça marche plus? Si. Bon, après, encore une fois, ça se regarde de haut en bas. Donc mon salaire brut, ma photo du mois. Je dois contribuer en France. Donc je contribue au financement de plein de choses. La Sécu, etc. On l'a vu, c'était le bloc des cotisations. Et puis après, on revient sur... Je vous ai parlé des tickets restaurants, par exemple, tout à l'heure. Bah, toutes les indemnités qu'on peut avoir ou ce qui peut faire office de rémunération qui ne sont pas soumis à cotisation. Par exemple, le remboursement des frais de transport. Carte Navigo à Paris, ce genre de choses. On peut avoir aussi également... Oh ben non, ça passe tout de suite à ça. Ok. On peut avoir les tickets restaurants, on peut avoir le remboursement des notes de frais quand un salarié avance des fonds pour son entreprise. Voilà, tout ce qu'on doit aux salariés mais qui n'est pas soumis à cotisation. Ça, on va l'avoir ici. Et là, bah, on a la slide sur les différents salaires. Et là, c'est compliqué. Là, ça devient compliqué. Donc, il y a, je ne sais pas si vous l'aviez déjà vu, ça, chez Payfit, on a essayé de l'expliquer avec ces petites puces. Ouais, ou dans le corps de bulletin, justement, on va avoir le petit 1, et puis on va pouvoir le retrouver ici. Alors bon. Mais pour un salarié, ça reste quand même plus facile à comprendre. Et ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la nouveauté, bien moi, le montant net social. Vous arrivez à voir ou pas? Ouais. C'est le montant net social. Donc, qui n'est pas lié purement à de la paye, mais qui sert justement à compléter des formulaires pour certaines caisses. Voilà. Donc ça, en fait, le salarié, c'est plus une info pour lui. C'est pas ce qu'il va avoir sur son compte. Ce que le salarié perçoit à la fin du mois, il est où? Il est là, c'est le net à payer. Et généralement, c'est le premier élément quand on ouvre son bulletin de paye qu'on regarde. C'est qu'est-ce qui tombe sur le compte en banque. Et généralement, c'est le plus faible aussi. C'est dommage. Le montant net social devient le plus gros aussi parce qu'on réintègre des choses dedans, qui sont quand même du financier. Par exemple, de la mutuelle. C'est nouveau depuis un mois et demi, 2 mois. Et c'est quoi? Alors, c'est un montant qu'on doit déclarer dans certaines démarches. Je crois, si je ne veux pas dire de bêtises, que c'est notamment les démarches pour les allocations familiales, ce genre de choses. Quand on complète des formulaires, on doit renseigner un salaire, qui n'est pas le salaire net, qui n'est pas le salaire brut, qui est un truc qu'il fallait recalculer. On prend le brut, on déduit des cotisations, mais on doit y réintégrer la participation, par exemple, de l'employeur sur la mutuelle, etc. Donc c'est pour ça que c'est un peu plus élevé que la base de cotisation de l'impôt sur le revenu. Les organismes sociaux. En fait. Exactement, ouais, en quelque sorte. Et d'ailleurs, il y a plein d'autres nets ici que vous ne voyez pas, hein. Ou même de salaires que vous ne voyez pas. On parlait des congés payés. Ben, il y a le salaire pour le calcul des congés payés. Il n'apparaît pas sur le bulletin. On a parlé des IJSS. C'est le salaire de référence. C'est le salaire que la Sécu va prendre en compte pour calculer derrière sa base de remboursement. Il y a la même chose pour le chômage. Il y a plein de salaires dans tous les sens en paye. Et il n'y en a que certains qu'on voit en plus dans le bulletin. Il y en a déjà beaucoup. Mais on ne les voit pas tous. Le net à payer avant impôt sur le revenu. Bon, ça, vous voulez qu'on revienne un peu sur comment il se calcule? Globalement, hein, c'est le brut, moins les cotisations, plus les indemnités, si je le fais très simple. Donc c'est le résultat de toutes les opérations qu'on voit de haut en bas et qu'on applique. Moi, c'est que sur le bulletin de paie, par exemple, sur l'autre, dans notre entreprise, la bulle numéro 3, Oui. elle apparaît pas. J'ai vu 1, 2, 4 et 5. Je sais pas. Alors la 3, je ne l'ai plus en tête exactement. Oui, ça doit être... en fait, elle ne l'est pas forcément tout le temps. Je ne veux pas dire de bêtises, parce que là, du coup, je ne l'ai plus en visuel. Ça peut être notamment tout ce qui va être indemnité de fin de contrat sur la partie non soumise, par exemple. Donc si on n'est pas parti, bon, bah, on ne l'a pas forcément. Et le La nom 3, évolution dans dans les les... Enfin, là, je regardais la 3. Oui. Ça correspond à autre revenu avec les titres restaurants. Ah bon, bah voilà. Bon, bah, c'est peut-être le 4, Restaurant. ce que je disais. Ah, oui, oui, on l'a pas chez nous. Voilà, bon. On n'avait pas mis repas, mais pas
Ouais. Oui, je disais le don évolution de la rémunération, on sait que c'était le texte Macron, ça va venir à disparaître, ça, parce que ça n'a aucun sens, cette loi. Enfin, on sait que c'est obligatoire. Il y a plein de choses voilà, qui sont obligatoires en affichage et qu'on ne peut pas retirer. La don évolution de la rémunération liée, ça fait quelques années qu'on l'a, c'était l'annonce. Oui. Et non, en fait, il y a un cahier technique qu'on doit respecter, et c'est ce que Firmin a expliqué tout à l'heure, quand il disait, en fait, on aimerait que ça évolue, on aimerait que ça se simplifie, mais c'est pas dans les 10-15 ans, pas avant 10-15 ans, parce qu'en fait, c'est tellement figé, on est tellement imposé de respecter plein de choses sur du format, sur du mot, même du mot, on peut pas changer le wording comme on veut d'un bulletin de paye, que ça devient compliqué et ça devient illisible, en fait. Cette ligne-là, pourquoi elle s'affiche? Elle est ridicule, oui. Pour la réformer à l'idée maintenant. Ouais, exactement. Surtout qu'elle est plus valable aujourd'hui. Enfin, elle n'a plus trop de sens aujourd'hui. Elle n'a plus de sens aujourd'hui, mais de la même manière, peut-être qu'un salarié pourrait avoir le choix sur son bulletin de paye de ne pas avoir le détail de ses cotisations et d'avoir un gros bloc de en fait, on t'a pris ça, quoi. Peut-être. Mais on est imposé de suivre ce cahier technique-là. Et ensuite, on a, ça c'est aussi quelque chose, alors je vais te dire de nouveau, non, ça fait quand même quelques années maintenant, ce bloc sur l'impôt sur le revenu, avec le prélèvement à la source maintenant qui s'est étendu pour tout le monde, et le taux, là on est sur un exemple de taux non personnalisé, mais les taux qui nous proviennent directement des impôts et qu'on met à jour quand on les reçoit. Voilà. Et d'ailleurs, il ne faut pas être surpris que parfois ça soit différent de ça. Et c'est quoi? Sur les déclarations d'impôt, c'est quel montant qu'ils prennent? C'est le net imposable? Alors, c'est pas le net à payer avant impôt, c'est effectivement le net imposable. Et ce net imposable-là, c'est pareil, on réintègre des éléments de salaire qu'on considère comme du salaire, mais qui n'ont pas forcément été soumis à cotisation. Donc, qui ne sont pas en haut de bulletin, qui ne sont pas non plus ce qu'on touche. Donc, généralement, le salaire qu'on a à la fin, on paye des impôts sur un peu plus que ça. Notamment, on va payer des impôts sur la part mutuelle que paye l'entreprise. Parce qu'on considère que c'est un avantage. L'entreprise finance votre mutuelle, même s'il n'y a pas de part salariale, pour vous ça paraît $1, eh ben non, ça ne l'est pas. Mais on pourrait aussi avoir... Oui, eh ben non. Là, dans cet exemple, il est supérieur, il peut aussi être inférieur. Par exemple, un salarié, on ne va pas parler de mutuelle, un salarié qui fait des heures supplémentaires. On a plus de 3 minutes. Un salarié qui fait des heures supplémentaires sur le mois. Il y a une part de ces heures supplémentaires qui sont défiscalisées. Et donc, quand on regarde le net imposable, il peut être inférieur parce qu'on va retirer une partie du montant de ces heures supplémentaires du net imposable pour pas qu'il paye d'impôt dessus. Et il y a pour chaque type d'élément de paye, on peut avoir ce principe d'imposable ou de non imposable. Oui. Oui. Les salariés, eh oui. ils touchent moins que 6 mois avant. Oui. Parce que c'est leurs heures supplémentaires. Parce qu'on a atteint le plafond. Ils ont atteint le plafond. Ce qu'on appelle le contingent. C'est hyper compliqué à leur expliquer à chaque fois. Ouais. À chaque fois, on essaie de passer par le support pour avoir Oui. une réponse qui soit la plus précise possible pour leur expliquer à partir de quel moment on avait atteint le plafond. C'est hyper difficile à leur expliquer. Oui. Et c'est hyper difficile à comprendre. Parce qu'en fait, c'est toujours ce principe de cumul sur une année, de contingent, et dès l'instant que c'est dépassé, on ne peut plus le défiscaliser. Donc à partir du moment où on ne peut plus le défiscaliser, d'ailleurs, il y a même une déduction de cotisation sur ces heures supplémentaires. Cette déduction de cotisation n'existe plus, et c'est un effet qui se coule, c'est-à-dire qu'on paye plus de cotisations et aussi plus d'impôts. Bon, moi, ça a le mérite d'exister sur une partie des heures supplémentaires qui sont effectuées. Si on l'avait là, le 3. Bon, les slides sont inversés, j'y penserai pour après. Donc sur les titres restaurants, et puis après la partie basse, les congés payés, les RTT. Bon, ça c'est assez facile à comprendre. Mais du coup, si je reviens très vite, j'ai encore un tout petit peu de temps, si je reviens très vite sur ça, il y a plein de nets, il y a ce qu'on touche, il y a ce sur quoi on paye des impôts, il y a des nouveaux nets maintenant qui servent à établir des démarches administratives. Il y a le net à payer avant impôt et le net à payer, le net payé même on va dire, après les impôts, donc après cette retenue. Voilà. Et
Une dernière chose pour finir, je ne sais pas si vous l'avez tous vu, cette page de garde. Ouais. Bah ça, il n'y a que chez Payfit que ça existe. Et clairement, pour un salarié, c'est hyper pratique. Parce qu'en fait, bon, le bulletin de paye, il est ce qu'il est, mais ça, on a pu le faire comme on voulait. Et du coup, on met que les éléments en fait, qui vont intéresser, enfin, sur lesquels on pense qu'ils sont suffisants pour comprendre son bulletin de paye. Et vous y allez y retrouver les éléments de rémunération, les quelques éléments qui ont de l'impact, mais c'est tout. Généralement, je regarde ça. Et puis Ouais. après, il m'appelle. Et je leur dis, bah, baissez la page, Il y a le bulletin derrière. Ouais. Voilà. Est-ce que vous avez des rapides questions? Est-ce que ça vous a semblé intéressant? Oui? Ok. N'hésitez pas, je ne sais pas si vous le faites beaucoup ou pas, mais il y a beaucoup d'aides en ligne sur notre base d'aide en ligne, justement, qui essaye d'expliquer comme ça pas mal de choses de manière assez pédagogue, qui sont parfois pas suffisantes quand on a un vrai sujet, une vraie question. Parfois, c'est pas suffisant les articles d'aide en ligne, mais pour de la théorie, pour réexpliquer, pour donner des éléments de compréhension à des salariés, ça peut l'être. Et c'est notamment bien travaillé pour que ce soit reformatable et retransférable derrière un salarié. Ce qui est bien aussi, c'est que quand on tape sur Google, on tombe directement sur des sites d'aide en ligne. Oui, elle est plutôt pas mal référencée. Les articles d'aide en ligne, ils sont assez référencés. Ouais. Voilà, bah merci beaucoup.